Pour ce dimanche, nous avons autour de nous Yves-Patrick Loco. Bonjour. Bonjour Théodule, bonjour aux téléspectateurs de E-Télé. Très bien. Yves-Patrick Loco, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio nationale. Et puis Hippolyte Juanou. Hippolyte, bonjour. Bonjour Roussard, bonjour à nos amis téléspectateurs et téléspectatrices de E-Télé. Très bien. Je rappelle Hippolyte Juanou que vous êtes analyste politique également, directeur de publication du quotidien Nouvelle Élite. Et puis le troisième qui va nous rejoindre d'ici là, Délégué Maïzinou, chroniqueur, éditorialiste à Info Matin. Le principe est le même. Yves-Patrick Loco, nous commençons par vous. L'actualité qui vous a marqué cette semaine. Elle est toute proche de cette actualité, Théodule Ronsa. C'est l'exposition dont le vernissage a démarré hier. Sinon, dont le vernissage a eu lieu hier au palais de la Marina, au palais de la présidence de la République. Les 26 œuvres culturelles rapatriées de la France, vous vous rappelez, ces œuvres emportées par le commandant, par le colonel qui deviendra après général Alfred Amené-Dode, ce général français-là, qui est parti avec des biens culturels. Eh bien, ces biens sont revenus au Bénin depuis le 10 novembre dernier. Ces biens sont exposés au palais de la présidence, à la salle des fêtes. À côté, nous avons 34 artistes béninois de la diaspora et vivant au Bénin, dont 106 œuvres sont également présentées à la salle du peuple du palais de la Marina. C'est bien pour la culture béninoise, c'est bien pour l'image qu'on voudrait avoir, qu'on devrait faire de notre pays un pays culturellement, touristiquement attrayant. Donc, tout a commencé hier et les visites à partir d'aujourd'hui sont ouvertes au public. Je suis enchanté par cette exposition. Très bien. Et Patrick Loco, certainement que vous étiez au vernissage hier. Oui, j'étais au vernissage hier. Oui. Il y avait les autorités, les anciens présidents. Il y avait Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République, qui était très émerveillé par tout ce qu'il voyait. Il a notamment discuté avec un jeune artiste, King Rounek Pimpon. Il était très étonné par tout ce que ce jeune artiste présente. Il fait de la récupération de gobelétas qu'il transforme en objet d'art. Le président était très émerveillé. Nous avons également eu l'ancien premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou. Il était là, il est challenger du président de la République, Patrice Talon, vous vous souvenez, au deuxième tour de la présidentielle de 2016. Il était également là. On a vu des préfets de nos départements, on a vu des ministres, on a vu des DG. On a vu plusieurs autres personnalités qui sont venues vivre cette inédite exposition des œuvres culturelles. Très bien. Hippolyte Juanou, est-ce que vous avez la même perception, le même sentiment de ce qui s'est passé hier? Vous y étiez, vous? Je n'y étais pas, j'étais sur d'autres fonds. En bon patriote, cette exposition dont le lancement a été fait hier doit réjouir tous les Béninois. Parce qu'on a semblé qu'au-delà de la valorisation culturelle que cela incarne, cela permet quand même d'unir tout le peuple béninois autour de ce que nous avons comme commun, qu'est la culture. Voyez-vous, quand ces trésors royaux étaient de retour sur leur terre natale, l'engouement que cela avait suscité dans le temps, la liesse populaire qui avait caractérisé cela, le Bénin était en panne de cette joie, de cette effervescence qui nous a manqué pendant plusieurs années depuis que le chef de l'État a cédé au pouvoir, disons les choses telles qu'on doit les dire. Donc aujourd'hui, on constate que l'exposition de ces trésors royaux incarne tel que le disait tout à l'heure le symbole de l'unité nationale. On a vu des autorités politico-administratives qui étaient du nord au sud. On a vu les rois du nord qui étaient là hier, les rois qui sont venus de tous les départements. Moi, j'ai eu la chance de discuter hier avec un roi dans un hôtel de la place. Quand il avait quitté le vernissage, il était vraiment il était vraiment en joie, comme si ces trésors royaux qui étaient rapatriés
émanait directement de son royaume, là où il est maintenant roi. Donc c'est pour vous dire quand même que c'est un bon signe, et ce que nous assistons actuellement à la Marina, et aussi le lieu que le chef d'État, ou le gouvernement a choisi pour cette exposition, doit quand même nous réjouir aussi, parce que nous apprenons que le palais a été réfectionné. Nous autres qui sommes journalistes, on a souvent la chance d'y aller à tout moment, mais la plupart des citoyens n'ont pas cette chance d'aller là-bas comme ça. Donc aujourd'hui, avec cette exposition, tous les citoyens peuvent aller très aisément visiter ces trésors-là, les contempler, discuter. Et ce qui m'a aussi impressionné hier au lancement, voyez-vous, le chef de l'État même, il a semblé être le guide, s'est transformé en guide. Mais c'est ça que ça dit, Patrice Talon, on peut beau le critiquer sur beaucoup de plans, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il incarne un génie qu'on doit toujours lui reconnaître. Vraiment, c'est formidable. On ne dirait pas un président de la République qui a de la maîtrise, parce que quand on parle du patrimoine culturel, c'est un domaine où tout le monde peut se présumer être un spécialiste. Mais quand on y entre convenablement, tout le monde ne s'y connaît pas. Mais hier, il expliquait les choses, il parlait, il discutait avec les citoyens lambda. C'est vraiment formidable. C'est ça que nous voulons, à ce que nos dirigeants puissent trouver à des moments donnés, à des périodes un peu difficiles d'une nation, de trouver quand même des situations d'apaisement. Et le retour des trésors royaux qui sont exposés aujourd'hui à la présidence de la République, vraiment cela, ça réjouit tout et ça unit davantage tout le peuple béninois. Merci. Oui, l'autre aspect dont Hippolyte Roy nous a parlé tout à l'heure, Yves-Patrick Loko, puisque vous y étiez hier, le président de la République, effectivement, s'est transformé en guide touriste et apportait beaucoup d'explications au public. Est-ce que vous avez eu le même ressentiment que Hippolyte qui a vraiment, qu'est-ce que cela vous a fait, vous qui étiez en direct, qui avez tout vécu en direct? Patrice Talon, il faut dire que c'est tout l'émerveillement, tout son émerveillement qui a été extériorisé. C'est cela. Tout d'abord, il était très content que les biens culturels reviennent. Il a œuvré pour ça. Il a d'ailleurs dit en France le 9 novembre dernier au palais de l'Élysée, quand il était avec son homologue Emmanuel Macron. Il a dit toute sa joie, toute l'émotion qui le traversait, que ces biens-là reviennent enfin au pays après plus de 130 ans d'exil ou de déplacement vers la France, vers l'Hexagone. Et c'est pourquoi cet émerveillement-là a été extériorisé, grandeur nature. C'est vrai, il y avait des guides que les gens appellent de plus en plus médiateurs culturels ou touristiques. Désormais, il y avait des médiateurs prévus pour expliquer chaque trésor, chaque bien culturel, chaque œuvre aux visiteurs. Mais le président de la République, il a voulu aider ce médiateur-là en donnant des explications à ses visiteurs, à ses hôtes qu'il a invités pour la circonstance. Et il a pensé à tout le monde. À un moment donné, si vous avez suivi le premier direct du matin, il a appelé des gens à traduire. C'est pour la plupart des journalistes de Radio Bénin à la FIA, la chaîne sur laquelle on parle 18 langues nationales à l'ORTB. Il les a invités, ceux qui étaient là. Donc il y avait notamment un journaliste d'Indi, un journaliste Fon, une journaliste Yoruba. Il les a invités à expliquer tout ce qui se disait. C'est parce qu'ils pensent que la population qui n'est pas venue au palais de la Marina devrait être au parfum, au fait de tout ce qui se passait là. Donc, on lui tire chapeau. Chapeau. Voilà, comme je vous l'annonçais, il nous a rejoint, monsieur Maïzinou Adeleke. Bonjour, monsieur. Merci, bonjour. Merci d'être là, merci de nous rejoindre quand même. Merci. Voilà, je rappelle que vous êtes chroniqueur, éditorialiste à Info Matin.
Alors, vous étiez certainement en train de nous suivre dans les coulisses, cette exposition qui a démarré d'abord le vernissage d'hier et aujourd'hui l'exposition depuis 10 heures qui est ouverte au grand public au Palais de la Marina. On a suivi un peu ce qui s'est passé en direct sur la chaîne nationale Radio et Télé. Merci. J'adhère aux appréciations de mes deux confrères, mais au-delà de cette appréciation, j'ai noté 3 faits majeurs. L'habillement du président de la République et de son épouse. Ils avaient tous porté un pantalon noir. Le président a porté une veste blanche et sa femme un corsage noir, et blanc du moins. Vous allez constater que quand il s'est adressé aux journalistes, il a utilisé 3 mots forts. Il dit ce que nous étions, ce que nous sommes et ce que nous serons. Je vous aide. Il a dit d'abord ce que nous fûmes. Voilà. Bon. Donc, vous avez compris. Et quand j'ai vu sa tenue, j'ai compris que nous sommes en train de revenir vers le bas par la couleur blanche. C'est ce que j'ai compris. Ça, c'est votre interprétation. Oui, très bien. Par la couleur blanche. La deuxième chose, j'ai retrouvé presque les mêmes têtes. Les mêmes têtes qui étaient le 19 février 1990 à la conférence nationale. Presque les mêmes têtes. Rongbedi, Soglo, j'ai retrouvé presque les mêmes têtes. C'est aussi un symbole. Je me suis dit, mais qu'est-ce que la nature est en train de nous enseigner? Est-ce que ceux qui étaient là hier pouvaient comprendre que la nature est en train de nous interroger? Parce que retrouver Soglo au palais de la République, ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident. Mais il est allé. Je crois que c'est déjà un pas dans le processus de réconciliation. Il faut que le président en profite. Je ne veux pas citer ce qui s'est passé à la veille où il est descendu avec Lionel Zinsou. Si quelqu'un se rappelait de tout ce qui se sont dit à la veille du deuxième tour, je crois bien, du deuxième tour, les voix ensemble, disons, auraient étonné. Mais ça s'est effectivement passé. Maintenant, venons à la disponibilité du chef de l'État. Parce que hier, j'ai suivi que chaque soir, avant de rentrer, il faisait un tour. Il voit un peu l'évolution des travaux. L'évolution des travaux. Donc, il a pris, puisque le projet a été initié par lui-même, exécuté. Donc, il était très à l'aise quand il présentait les différents tableaux, bon, quand il, disons, expliquait les choses. Il a été plus qu'un médiateur. Hier, il a été plus qu'un médiateur. Donc, c'est un exemple pour dire à nos chefs, quand vous concevez un projet, suivez le projet, même sans l'aide d'un technicien, vous pouvez valablement interpréter ou bien expliquer ce qui se passe. Très bien. Merci à vous, Monsieur Maïzinou Adeleke. Et justement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, tout le monde a vu que le président Patrice Talon est descendu de l'aéroport, est descendu en tout cas de l'aéronef avec Lionel Zinsou, et ça rejoint le sujet de Hippolyte Rouano qui se pose la question que cache ce rapprochement Talon-Zinsou, Hippolyte. Bon, le rapprochement de Talon et de Zinsou cache beaucoup de choses. Tout à l'heure, M. Adeleke a semblé évoquer un peu le sujet. Et en politique, on ne doit pas s'étonner de certains faits. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'en 2022, après l'entame du second quinquennat de Patrice Talon, et vu ce qu'il y a eu autour de sa réélection, que Patrice Talon puisse prendre le même vol avec Lionel Zinsou. On sait le lien qui existe entre Lionel Zinsou et Boni Yahi.
Boni Aïe qui, en griffe, ne partage pas du tout la vision de Patrice Talon. Donc, c'est des adversaires politiques, des opposants politiques. En 2021, je ne me rappelle plus exactement de la date, Patrice Talon a pu recevoir son prédécesseur à la Marina. Ils se sont parlé, ça nous avait étonnés. Le second acte fort qu'il est en train de poser maintenant, après sa réélection, c'est sa réconciliation entre griffes avec ce challenger de 2016 qui est Lionel Zinsou, mais qui fut le premier ministre de Boni Aïe et le candidat de Boni Aïe quand il finissait ses 2 mandats. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que toutes les langues qui se déliaient, toutes les voix qui clamèrent que Patrice Talon n'a qu'à essayer de réconcilier la classe politique, même s'il ne veut pas montrer à la face du monde que lui il est prêt maintenant pour la réconciliation, il a commencé par poser des pas qui démontrent à suffisance que Patrice Talon est en train de tendre la main à ses adversaires. Maintenant, en politique, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des faits qui ne doivent pas surprendre. Est-ce à dire que c'est un piège qu'il est en train de les tendre? Parce que moi, je pourrais m'en convaincre convenablement de cette réconciliation qui est en train d'être entamée au soir des élections législatives de 2023. Parce que, souffrez que tout ce que Patrice Talon est en train de faire aujourd'hui, et nous critiquons pour dire vraiment que la démocratie béninoise n'est plus comme celle qu'on avait d'antan, que ça a pris un coup, que les édifices démocratiques sont démolis. Mais tout ça là que nous faisons, ça s'opère autour des lois. Talon, le génie qu'il a en politique, c'est qu'il manipule les lois pour avoir ses adversaires. Il manipule ou bien il a la maîtrise. Non, on ne veut pas dire la maîtrise parce que... Non, vous voyez, même si le président même est en face de moi, je le dirai parce que nous sommes ici pour dire la vérité. Nous avons aujourd'hui, depuis 1990, quand nous avons viré vers le régime démocratique, une Assemblée nationale monocolore qui est totalement à la solde du chef de l'État. Non, laissez-moi. Non, c'est pour vous dire aujourd'hui que si la réconciliation, Patrice Talon est en train de poser des pas de réconciliation et que cela nous plaît, il va falloir que les tests aussi soient revus pour permettre à ces classes opposantes, mais à l'opposition béninoise, de participer aux autres échéances électorales. Parce que toutes les tensions qu'il y a eu autour, les échauffourées, tout ce qu'on a connu au Bénin, c'est autour des élections. Très bien. Vous êtes d'accord? L'autre chose aussi, pour finir, ça, je vais parler un peu de la diplomatie. On reproche souvent à Talon de ne pas avoir une bonne diplomatie, une bonne relation à l'international. Souffre qu'il y a une vague de coups d'État que la sous-région a connue. Donc, les autres chefs d'État qui n'ont pas connu sont aux aguets et sont en train de mettre les voies et moyens en place pour que cela ne les advienne point. On connaît le poids que Lionel Zinsou incarne en Europe. Quoi qu'on dise, au-delà du poids financier qu'il est, c'est quelqu'un qui a un carnet d'adresse politique bien fourni et il a une relation très étroite avec le président français qui est Emmanuel Macron. Nous savons que les pays qui sont colonisés par la France, la même mise que cette métropole a sur eux. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, que le rapprochement de Patrice Talon avec Lionel Zinsou, non seulement de dire que ça amorce un processus de réconciliation, ça est en train de ressouder les liens diplomatiques entre le Bénin et la France, ce qui va directement dans l'avantage de Patrice Talon pour qu'il puisse quand même se conforter dans son fauteuil de président pour gérer le pays jusqu'en 2026. Très bien. Oui, avant de laisser les autres réagir, je voudrais apporter quelques rectifications, si possible. D'abord, Lionel Zinsou ne s'est jamais affiché après les élections dans un parti politique, dans n'importe quel parti politique au Bénin. Il ne s'est jamais déclaré opposant
au régime du président Patrice Talon pendant longtemps sur plusieurs plans. Il a apprécié la gestion de l'économie béninoise, c'est-à-dire le niveau auquel l'économie béninoise est arrivée aujourd'hui. Et vous savez, il s'agit de l'exposition. Entre-temps, il a toujours lutté avec sa fondation Zissou à la promotion de la culture béninoise. Non, je ne vous coupe pas, mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. Lionel Zissou qui est revenu maintenant, c'est un condamné. Il a été condamné pour 5 ans d'inéligibilité et 6 mois de sursis pour le dépassement des frais de campagne. C'est un condamné. Écoutez-moi, c'est un condamné. Nous sommes ici, il a intérêt dans le temps à soigner son image, à tout faire pour que. Parce qu'on ne sait pas l'ambition que lui a pour les prochaines années. Très bien. Vous êtes d'accord avec moi? Nous allons écouter Patrick Loco, s'il vous plaît, Hippolyte. Lionel Zissou condamné, il n'est pas condamné à une peine d'emprisonnement, contrairement à tout ce qu'on lit depuis hier où on dit comment il a pu traverser le palais de la justice pour venir au palais de la marina sans être inquiété, non? C'est parce que les gens n'ont pas l'information qu'il faut. Maintenant, rapprochement Zissou Talon, si rapprochement il devait y en avoir, ce n'est pas maintenant. Je ne sais pas si vous connaissez Ahmed Aguemon. C'est le jeune ministre conseiller au palais de la présidence, un ancien collaborateur de Lionel Zissou qui est aujourd'hui dans l'équipe chargée de l'investissement et des opportunités économiques du Bénin. Donc, un très proche collaborateur du chef de l'État qui a été très proche collaborateur de Lionel Zissou. Donc, le rapprochement, je ne crois pas que ça puisse cacher quelque chose d'anormal, d'immoral. On ne dit jamais, jamais en politique. Ils ont été adversaires en 2016. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer dans l'adversité. Ad vitam aeternam. Il y a que en politique, on peut se rapprocher, on peut s'éloigner, on peut se retrouver. Donc, Zissou, Talon ensemble, ça ne gêne pas. Et il fallait qu'il soit à cette exposition parce que c'est vrai, on a les musées romains, on a le musée royal d'Abomey, on a d'autres musées. Mais quand la lumière commençait pas à être véritablement faite sur la culture béninoise, faut vous rappeler cette fondation Zissou qui a démarré ses activités au Bénin il y a quelques années. Donc Lionel Zissou est un acteur majeur de la culture au Bénin et c'est le laisser de côté, ne pas l'inviter du tout à cette exposition-là qui aurait fait que les gens allaient se poser beaucoup de questions. C'est mon point de vue. Très bien. Et nous allons écouter celui de M. Adeleke Maïzinou. Oui, merci. Je crois que le Premier ministre Lionel Zissou est à féliciter. Il est à féliciter parce qu'il a accepté l'invitation du président de la République. Il est arrivé, comme l'a si bien dit Patrick, il n'a jamais été condamné, condamné fermement. Et il est arrivé au pays. Et si je vous dis que Lionel Zissou peut remplacer Patrice Talon à la fin de son mandat, qu'est-ce que vous allez me dire? Ça ne m'étonnerait pas. N'en sommes pas là. Non, justement, je le dis. La Constitution limite l'âge. Il y a tout ça, il y a d'autres contraintes. En 2026, on peut retoffer les lois. Il aurait dépassé 70 ans. La Constitution béninoise est déjà déviagée. Donc, vous me comprenez. C'est qu'il est arrivé, ça a étonné tout le monde. Et je disais sur ce plateau que le président Talon doit pouvoir éliminer certaines hypothèses, chercher à se réconcilier avec tous ceux-là qui se disent écartés de la vie politique. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec le vernissage et autres, il ne reste qu'à appeler les autres pour dire venez, et je vous pardonne au nom de la République, je vous accepte. Et vous allez voir que tout va changer dans le pays. L'arrivée de
j'ai été invité ailleurs, mais ceux-là qui étaient tranchants, très tranchants, durs envers le président de la République, mais hier, bon, je les ai méconnus parce que Lionel est arrivé. Et si d'autres arrivaient, je crois que on va l'applaudir. Très bien. Merci. Nous allons évoluer de toutes les façons. Plusieurs interprétations peuvent être faites par rapport à ce que nous avons vu par rapport à l'arrivée de l'ancien Premier ministre Lionel Zisso. Vous le savez, il a d'ailleurs été au cœur du retour de ces objets royaux. Notamment sa fille. Voilà. Et donc, il est de bon ton qu'il soit invité et qu'il prenne le même vol avec le président de la République. Les rapprochements, il doit en avoir. Nous ne sommes pas au cœur, en tout cas, des réalités, des confidences. Donc, bien évidemment, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit au cours du voyage jusqu'à Cotonou. Et donc, c'est un rapprochement qui est à féliciter, à saluer, n'est-ce pas, comme l'a dit Patrick, et comme vous l'avez dit aussi, M. Hippolyte, et comme M. Maïzinou Adeleke l'a dit. Nous restons avec vous pour parler de votre sujet. Il s'agit du meeting des centrales syndicales qui a eu lieu vendredi dernier. Oui, enfin. Enfin, nos centrales ont pu échanger avec leur base à propos de la cherté de la vie. Je précise bien, à propos de la cherté de la vie. C'est déjà un pas. C'est déjà un pas parce que le constat est amer. Le constat est amer et on ne peut plus cacher cette fumée. Vouloir cacher la fumée de la cherté de la vie, c'est vraiment prendre ses adhérents, ses syndiqués pour des briques de 15, comme on le dit. Donc c'est un constat que tout le monde vit à sa manière. Réunir les syndiqués, leur parler de la cherté, c'est un début qu'il faut rapidement chercher à maîtriser. Parce que le monde syndical, la bombe que le monde syndical lance le plus souvent, à des moments donnés, il n'arrive plus à contrôler l'évolution de la bombe, ni les effets de la bombe. À partir de ce moment, les gouvernants doivent rapidement les inviter pour qu'ils puissent s'entendre pour deux raisons majeures. La première, c'est que le gouvernement a promis une revalorisation des salaires. Mais le gouvernement n'a pas attendu cette, revalorisation avant de commencer par percevoir les taxes afférentes à cette revalorisation. C'est choquant. La deuxième chose, c'est que dans le chronogramme, le chronogramme qui n'est pas, communiqué officiellement, pour les travailleurs, c'est qu'à la fin du mois de janvier, ils doivent sentir quelque chose, une modification, une amélioration de leur salaire. Mais rien n'y fit. Donc, il y a les taxes, il y a le désespoir et il y a la cherté. Donc, je voudrais que ceux-là, le ministre Abdoulaye... Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, que rapidement, qu'il rentre dans la négociation pour éviter les éventuels dérapages. Parce que le vendredi prochain, il y a une autre centrale, et c'est la centrale mère, puisqu'elle a occupé le premier rang lors des élections passées. Et le vendredi prochain, qu'est-ce que cette centrale va dire? Pourquoi cette centrale n'est pas allée avec les autres centrales? Donc pour éviter toute déconvenue, j'en appelle à la vigilance du ministre d'État pour que rapidement il puisse prendre les taureaux par les cornes. Très bien. Oui, Hippolyte Renaud. Oui, nous avons suivi avec attention. Moi, j'étais même sur le terrain avec les centrales syndicales. Non pas en tant que syndicaliste, mais en tant que journaliste, reporter. Ah, d'accord, merci. Les choses. Donc, on a suivi de bout en bout ce qu'ils ont dit.
j'avoue que pour régler ce problème, il suffit que le gouvernement prenne des mesures vraiment atténuantes par rapport aux tasses. On a constaté qu'aujourd'hui, que cette année, la loi des finances a vraiment rehaussé le taux des tasses à payer. Donc, ce qui a de la répercussion sur la vente, mais sur le pouvoir d'achat des citoyens sur ici. Donc, tout coûte cher sur le marché. Tout coûte absolument cher. Et tout est taxé maintenant au Bénin. Pourquoi ne pas peut-être subventionner les produits de première nécessité? Sous d'autres cieux, ça se fait. Il est bien vrai, en économie, on dit souvent que quand un gouvernement décide d'augmenter les salaires, au nom de l'équilibre économique, il faut s'attendre à ce que sur le marché, les choses coûtent cher. Chez nous maintenant, il a suffi qu'on annonce une augmentation du salaire des fonctionnaires de l'État, qu'on pressent déjà la cherté de la vie. Mais lorsque l'augmentation serait faite... Mais la cherté existait bien Non, avant. écoutez-moi, non, lorsque l'augmentation... en 2022, M. Ouroussa, allez au marché. On ne va pas... Non, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est qu'il y a déjà la cherté, on l'avait senti. Il y avait une cherté, mais cette cherté est corsée maintenant, je peux m'exprimer ainsi, est vraiment perceptible, est vivable. Et ça fait que les citoyens lambda au Bénin n'arrivent plus à manger à leur faim. Comme les citoyens arrivent à trouver même 2 parts par jour, on va compter les citoyens au bout des doigts. Donc ce qu'il voudra dire, ce n'est pas une répétition. La solution se trouve dans la main du gouvernement. Le doyen Adeleke l'a dit tout à l'heure, il va falloir que le gouvernement s'asseye au plus vite possible avec les centrales syndicales pour qu'ils puissent trouver des voies et moyens pour pallier à la situation. Sinon, ça dit, on dit le ventre affamé n'a point d'oreille. C'est ça. Lorsque ça va prendre de l'ampleur, passer sous-dessus, comparaison n'est pas raison, mais il est utile quand même de rappeler ce qui s'est passé au Soudan. C'est la bagaille de pain qui a fait partie le tout-puissant El-Béchir. Nous ne le souhaitons pas au Bénin, mais nous souhaitons que, parce qu'aujourd'hui, moi je vois qu'au-delà de tout ce que nous finançons, en voulant la paix, en voulant préserver la paix dans un pays, il faut préserver d'abord le ventre. Très bien. Merci à vous. Yves-Patrick Loko, avant de vous laisser évoluer, peut-on dire aujourd'hui que le gouvernement a augmenté des taxes un peu partout, puisque les économistes démontrent le contraire? Est-ce que c'est le gouvernement qui augmente les taxes? Je ne crois pas. S'il y a une loi des finances, c'est l'Assemblée nationale qui consentit l'impôt. Voilà, donc je crois que tout s'est joué au niveau du Parlement. Maintenant, est-ce que les gens ne profitent pas de toutes ces annonces-là, puisque une seule personne ne peut pas être assujettie à beaucoup de taxes à la fois. Si vous n'êtes pas propriétaire d'immeubles non bâtis, par exemple, de foncier non bâti, vous n'êtes pas obligé d'aller payer des impôts pour un immeuble non bâti. Donc, je crois que il faut une justice fiscale, ce qui fait que normalement, on devait participer à l'effort commun. Maintenant, que sur le marché, les commerçants profitent de la situation pour augmenter le prix, les prix des denrées, c'est une autre paire de manches, c'est une autre dimension de la question sur laquelle il faut vraiment se pencher pour pouvoir voir ce qu'il faut faire. Voilà, est-ce qu'il ne faut pas aller à la sensibilisation? C'est vrai, de temps en temps, le directeur général des impôts est monté au créneau pour dire que ce n'est pas parce qu'il y a des taxes annoncées que les produits doivent coûter cher. Maintenant, il faut réguler le marché, il faut descendre régulièrement sur le marché puisqu'il y a des services compétents pour le faire, pour pouvoir voir comment se comportent les prix sur le marché et stabiliser les choses afin que vraiment la faim ne nous tue pas, afin que la faim ne tue pas les Béninois. Maintenant, pour en revenir à ce meeting
des centrales syndicales. Sit-in. C'était un meeting, je crois. Ils l'ont appelé meeting, Oui, sit-in, voilà. de toutes les façons, ils se sont regroupés. Pour en revenir donc à cette manifestation des centrales syndicales, j'ai un ami qui a l'habitude de dire en langue nationale congolais, donc il fallait que les syndicats donnent de la voix un jour. C'est vrai, il y a des lois qui encadrent les mouvements syndicaux actuellement et le droit de grève est réduit à sa stricte partie congrue. Donc, il fallait vraiment cette manifestation-là pour que le gouvernement sache qu'il y a encore des syndicats dans ce pays. Et c'est pour ça que je ne déplore pas, mais je constate juste que les syndicats auraient pu avoir une action concertée. C'est vrai, c'était une idée de la CSA Bénin qui a été accompagnée par d'autres centrales syndicales. Je constate que la CSTB, les Rouges, n'ont pas voulu s'associer au mouvement et nous promettent un autre mouvement pour vendredi prochain. Mais ce qui est heureux, c'est que c'est pour dénoncer la même chose que les autres syndicats qui ont fait le mouvement. Donc, on attend de voir ce que sera la manifestation de la CSTB. J'apprends également que la centrale du syndicaliste de la justice, Kako, j'ai oublié son nom, Kako BC, voilà, sa centrale, la CSTD aussi s'apprête à organiser un mouvement. Donc, il faut donner de la voix pour que les gens ne pensent pas que les mouvements syndicaux ne sont plus dans le pays. Sont-ils en train de dénoncer la même chose? La CSTB viendra nous parler également de la cherté de la vie. Absolument, c'est ce que j'ai dit. Le viendra-t-il nous parler aussi de la cherté de la vie? On attend de voir. On attend de voir. Mais toujours est-il qu'ils sont conscients, tous les responsables syndicaux, tous les syndicats, toutes les centrales que nous avons sont conscientes que ça ne va pas. Donc, il faut donner de la voix. Mais je vais les exhorter prochainement à avoir des actions concertées. Là, la partie en face, je veux parler du gouvernement, va plus donner de la considération au mouvement. Puisqu'on peut se dire, les gens ne s'entendent même pas. Ils vont en rendre dispersés pour faire leur mouvement. Quel crédit vous voulez qu'on leur accorde? Voilà. Très bien. Oui, je vois M. Adeleke opiner de la tête. Non. Je crois que quand j'avais pris la parole tout à l'heure, je disais enfin. Enfin, les centrales ont compris qu'il faut, disons, alerter les gouvernants et faire le point de la situation au peuple. Tout le monde sait aujourd'hui que la vie est chère et nous allons espérer une réaction prompte du gouvernement par rapport à ces sorties. Et ce que je souhaite, c'est que les gens puissent s'entendre, parce qu'on n'a plus besoin de ça dans la République. Dans la République, très bien. Oui, et Hippolyte? Pour ma part, on n'a pas forcément besoin à ce que toutes les centrales syndicales fassent le sit-in le même jour. L'objectif, c'est qu'ils défendent la même cause. Vous me comprenez? C'est ça qui est quand même quelque chose à apprécier. Donc, l'essentiel aujourd'hui, c'est que le gouvernement soit à l'écoute de ces centrales, soit à l'écoute du peuple béninois, parce qu'ils représentent les travailleurs du Bénin pour quand même trouver au plus vite possible des solutions idoines aux problèmes de charité auxquels le peuple est confronté. Très bien. Voilà, merci à vous pour ces commentaires, ces analyses. Et nous avons encore d'autres sujets à décortiquer. Oui, Patrick, vous avez voulu qu'on parle, bien évidemment, du décès de l'artiste Vivi l'International. Oui, Victorine Agbator, Vivi l'International, qui nous a quittés cette semaine, qui est finie dans la nuit du 15 au 16 février dernier. Vivi, pour ce qu'elle incarnait, c'est une grosse perte, on le dit. Généralement comme ça, Vivi, c'est une grosse perte, son départ. Et nous ne pouvons que prier pour le repos de son âme. Elle part à 75 ans. C'est un bel âge
C'est vrai, les enfants, le peuple béninois aurait voulu et qu'elle reste pour longtemps encore, mais Dieu en a décidé autrement. Paix à l'âme de Vivi l'International. Et c'était une coïncidence, vous vous rappelez que le même 16 février, ça faisait 34 ans que l'orchestre Black Santiago a fait un accident au niveau de Agon. Et on a perdu 3 artistes majeurs, 3 grands artistes béninois. Je me rappelle du chef d'orchestre de Black Santiago, Ignacio de Souza. Je me rappelle également de Eric Medrid et du papa de Petit Miguelito, Gilles Omer, Bertin Toforossou, paix également à leurs âmes. Et je constate également que le mois de février est très défavorable pour les artistes béninois. On a perdu Toron un 26 février, on a perdu Zoulé un 13 février, on a perdu Love Afro un 1er février. Donc le mois de février n'est pas très tendre envers nos artistes. Oui, monsieur Adeleke, vous avez... Oui, pour nous qui étions déjà majeurs en 90, 3 personnes ont marqué la vie politique au cours de la conférence des forces vives de la nation. Il y a le Monseigneur Isidore de Souza, qui a continué jusqu'en 91. Parce que certains oublient son discours qu'il a prononcé tard dans la nuit, quand Kérékou ne disait plus rien. Après les résultats, Kérékou ne disait plus rien. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu m'as toujours prouvé que tu as aimé ce pays. Sors de ton mutisme et parle à ce pays. C'était fort. La deuxième personne, c'est Vivi, avec sa chanson Ndokolidi. Nous, on était à Malanville, mais on était obligé d'aller de l'autre côté. De Cotonou, Malanville? Oui, moi, j'étais à Malanville, mais nous étions obligés d'aller de l'autre côté, à Gaïa. Mais quand elle chante, quand elle commence par chanter, on a la chair de poule. Et elle a su calmer les ardeurs. Parce que ça persistait au point où Kérékou a dit, il vaut mieux perdre le temps. Il vaut mieux qu'ici, là, que nous puissions perdre le temps. Vous savez, c'est un homme très sensible. Il a écouté la dame parce qu'il avait tout ce qu'il faut pour dire, je ne suis pas d'accord. Dans le temps, il avait tout ce qu'il faut. Une armée, il a l'arsenal qu'il faut pour tenir. Mais cette dame est arrivée à temporiser Kérékou. Et Kérékou. Donc, pour moi, c'est une perte. Est-ce que on a reconnu cette implication ou bien cette participation de cette grande dame à la construction de la paix dans notre pays? J'ai vu la vice-présidente faire l'éloge de Vivi. J'ai aussi écouté l'avocat Maître Dossou, qui a rappelé certains faits, certains hauts faits de cette dame-là. Et pour terminer, est-ce qu'on ne peut pas peut-être bâtir, c'est-à-dire... l'immortaliser, vous voulez dire? Oui, l'immortaliser à travers la dénomination d'une rue. Les réformes ne permettent pas. D'accord. Hippolyte, votre... Il est vraiment difficile de parler de la perte de quelqu'un qui vous a été vraiment très cher. Vivi l'International, elle n'a pas été ministre, ni président de la République, ni député, mais je dis que c'est une femme d'État. Une femme d'État parce que durant toute sa vie, elle n'a fait que chanter la paix pour son pays. C'est une artiste, quand vous analysez au-delà de tout, ses chansons, ses morceaux, vous percevez véritablement qu'elle est en train de véhiculer un message.
Ce n'est pas des artistes, quand ils chantent, l'instrumental supplante le vocable et on écoute du n'importe quoi. Ce n'est pas une artiste qui veut se faire valoriser à travers des pelles qu'il faut exhiber au public. Elle a été une belle artiste et elle demeure un bel exemple pour la jeune génération d'artistes que nous avons aujourd'hui. Elle est d'une certaine époque, pour ne pas résumer. Elle est d'une certaine époque, mais et pourtant, nous ne voulons pas citer de nom ici. Non, et pourtant, oui, nous parlons de Vivi. C'est pour vous dire que ce qu'elle a laissé comme héritage aujourd'hui demeurera sur plusieurs siècles. Elle est partie, mais ses œuvres demeurent telles qu'on le dit. Mais ce que nous souhaiterions, le doyen l'a fait tout à l'heure, c'est qu'on fasse tout pour immortaliser son nom, pour qu'on puisse avoir en idée, parce que à des périodes sensibles de notre pays, on aurait besoin toujours de ville internationale. Elle ne pourra plus nous parler physiquement comme ça, mais à travers ces morceaux, elle va toujours continuer par nous conseiller, véhiculer des messages de paix qu'elle a prônés durant toute sa vie. Très bien. Donc pour finir, je dis seulement paix à l'âme de notre cher Mémé, Ville internationale. Très bien. Merci à vous. De toutes les façons, le gouvernement, le ministère en charge des arts et de la culture pencheront, bien évidemment, le gouvernement, et donc par le truchement du ministère, il penchera donc sur toutes ces questions pour immortaliser, rendre un hommage mérité à cette grande dame qui, quoi qu'on dise à un moment de l'histoire de notre pays, comme vous l'avez dit, a su calmer les ardeurs. Alors, l'autre sujet que vous voudriez bien qu'on aborde, c'est bien sûr ce qui s'est passé à Sinandé avec notre ami Baraka Hamidou, qui aurait retourné 14 millions qu'il aurait ramassé aux propriétaires. Un acte altruiste, pour nous dire que Hamidou est altruiste ou... Je pose la question à Hippolyte en premier. Bon, je pense que Hamidou... Est-ce qu'il n'y a pas une vertu, il n'y a pas un enseignement à tirer parce qu'il n'est pas son premier essai? Non, il y a un enseignement à tirer. Il y a un enseignement à tirer parce que c'est quelqu'un qui incarne des valeurs morales les plus suprêmes. Et un cultivateur qui, avant de gagner 1000 francs peut-être, il faut attendre toute une saison, mais qui arrive à ramasser 9 millions, non? 14 millions du moins, 14 millions, mais qui remet ça au propriétaire, c'est un acte à saluer. Celui-là mérite même d'être décoré. C'est des exemples comme ça que nous devions chercher à honorer dans notre pays. Parce que l'acte qu'il a posé, il est bien vrai qu'après avoir restitué les 14 millions, il y a certaines autorités, notamment de la zone septentrionale de notre pays, le préfet, d'autres opérateurs économiques et d'autres responsables politiques qui ont à leur tour lui ont décoré, lui ont octroyé des cadeaux et consorts. Mais nous voudrons qu'au niveau du sommet de l'État, tel qu'on avait honoré une dame qui avait sauvé des gens dans la rivière, Sakina, qu'on puisse aussi l'honorer comme ça, pour montrer à la jeune génération que ce qui n'appartient pas à soi, on ne doit pas l'arroger, même si on ramasse ça par terre comme ça. Donc il incarne vraiment des valeurs, c'est un bon patriote qu'il faut chercher au-delà de tout aussi, à immortaliser son nom de son vivant. Très bien. Merci. Patrick? C'est un exemple à suivre, tout est dit. Il aurait pu emporter tout l'argent, peut-être se déplacer de Sinandé vers Parakou, mais ça va le rattraper. Il aurait pu garder l'argent, sa vie allait changer, un peu comme des braqueurs il y a quelques années au Bénin. Et ils ont fini, et c'est eux qui ont commencé par changer les meubles à la maison, par acheter des P50 aux filles dans le village, et ça a éveillé des soupçons. Donc Hamidou n'a pas voulu, sur cet exemple-là, il s'appelle Baraka. Baraka, c'est de la chance, c'est en arabe. Donc il est tombé sur ça, un peu comme on dit chez nous, dans le donner. Je ne sais pas, on lui a donné, mais il n'a pas voulu garder ça. Et c'est là, je profite pour
fustiger un peu le comportement de certaines personnes. J'ai écouté des audios, un père de famille qui l'insulte proprement, qui dit qu'il va demeurer toujours pauvre parce qu'on ne peut pas trouver 14 millions et aller le rendre, que ce n'est pas bon. C'est des comptes valeurs. Normalement, celui qui fait cet audio-là et qui le partage, le procureur devait le rechercher et le punir, le sanctionner pour incitation à la débauche et au vol. C'est ce que je crois. Très bien. Oui, monsieur Adeleke Maizilou, notre compatriote, notre ami, notre frère Baraka Hamidou n'est pas à son premier essai. On aurait appris qu'il aurait ramassé 9 000 francs dans la mosquée qu'il a été remettre à l'imam qui a recherché le propriétaire. Et donc, c'est une question d'éducation ou c'est une question de... je m'en tiens à cela. Est-ce là une question d'éducation? C'est une question de philosophie. Je vais raconter rapidement une petite histoire. En 86, j'étais à Madekali. C'est dans un village frontalier de Malanville. C'était la période du coton. Donc, l'encadreur qui devrait aller à Kassa payer, les paysans avaient attaché un sac qui contenait de l'argent. Donc, arrivé au niveau d'un village, Garoutedi, le sac est tombé. Le sac est tombé et il est allé. C'est arrivé dans le village qu'il a constaté qu'il n'a plus le sac. Mais un paysan a ramassé le sac et il est allé remettre ça à l'imam pour dire qu'il vient de trouver ça. Ils ont ouvert, c'était de l'argent. Donc, l'encadreur en question est allé directement à la brigade et on l'a enfermé. On l'a enfermé et on a commencé, c'est-à-dire par en parler et autres. Et l'imam a dit non, le sac est là. Et on est parti, on a compté les sous et on a remis le sou. On a donné de l'argent à l'autre, au paysan qui a trouvé le sac. Il a dit non, que... Lui, ça, c'est en 86. Ça, c'est en 86. En 86, d'accord. En 86. Donc, moi, je n'étais pas étonné. Et c'est parce que nous, qui sommes en ville ici, nous accordons de la valeur à l'argent. L'argent ou rien. En un mot, le matériel. Le matériel. Donc, et dites-vous que c'est quand le propriétaire est arrivé qu'il a pris connaissance du montant. Sinon, lui-même, il ne connaît, c'est-à-dire qu'il n'a jamais fouillé le sac. Hein? Et il était avec un ami. Mais l'ami n'a pas fait de bruit. Et quel est l'enseignement qui a tiré de ça pour la l'enseignement, postérité? c'est quoi? Vous êtes d'un certain âge, d'une certaine génération aussi. Oui. Pour la postérité, oui. Il faut apprendre aux gens à respecter les lois de la nature. Comme l'a dit Patrick, il aurait pris l'argent, la fête va peut-être durer 1 an, 2 ans, mais ça va le rattraper. Donc, c'est vrai, il y a un monsieur qui l'a insulté proprement, j'ai aussi écouté. J'ai écouté le monsieur, mais je n'étais pas d'accord avec lui, c'est-à-dire par rapport à son analyse et aussi par rapport à la présentation des faits. Hein? Il est musulman, il n'est pas chrétien. On dit qu'il est allé voir un pasteur. Pasteur et tout ça là. Donc, il faut que nous puissions restituer, disons, les faits tels que nous... Même les portables, il faut reconnaître, même les portables, tout ce qu'on retrouve qui ne vous retrouvez, qui ne vous appartient pas. Laissez-moi encore vous raconter une histoire. Nous sommes pris par le temps, monsieur Adeleke. Non, s'il vous plaît, parce que nous avons moins de 2 minutes à faire ici, s'il vous plaît. Oui. Bon, je revenais de Cotonou quand mon portable est tombé tout juste après l'école de Ménotin. J'ai entendu le bruit. J'ai fait, c'est-à-dire, je me suis retourné, je vais là-bas, et ceux qui ont pris le portable étaient là. Je dis, s'il vous plaît, mon portable vient de... Mais les gens disent, on n'a pas pris. Et c'est un vieux qui a dit, remettez le portable. Très bien. Voyez un peu. Donc aujourd'hui, comme Patrick l'a dit, dans les données. Oui, il y a quelque chose que le peuple noir doit prendre comme leçon à travers l'acte que Hamidou Baraka a posé. C'est que un bien mal acquis ne profite pas. Jamais. Il est bien vrai, il n'est pas parti aller voler, il a ramassé. Or,
la nature nous enseigne, mais la morale nous enseigne que quand vous ramassez quelque chose sur un lieu public, il faut remettre ça aux autorités compétentes. Aujourd'hui, les jeunes qui s'adonnent à la cybercriminalité, nos cas essaient de prendre une leçon, l'exemple sur Baraka, l'acte qu'il a posé, pour s'en défaire de cette activité illicite et illégitime qu'ils sont en train de faire, ne serait-ce pour s'accrocher au matériel et pour se montrer comme des gens qui sont bien. Très bien. Ce n'est pas bien, c'est à travers la sueur de son front que l'homme doit gagner sa vie. Merci Hippolyte Rouanou, merci à vous. Je rappelle que vous êtes analyste politique, vous êtes le directeur de publication du quotidien Nouvelle Élite, Yves-Patrick Loco. Merci d'être venu, journaliste à la radio nationale, et puis le doyen du plateau, M. Maïzinou Adeleke, chroniqueur éditorialiste à Info Matin. Et je rappelle que il est enseignant, un inspecteur de l'enseignement à la retraite, qui est resté longtemps avec la presse, qui y est encore. Merci de partager avec nous vos expériences, mesdames et messieurs. Ainsi prend fin Hebdo des éditorialistes.